Dans le cadre de l'enseignement en robotique à l'ENSTA Bretagne, et cette année, on a décidé de s'intéresser à la recherche d'une épave mythique qui s'appelle la Cordelière. Les acteurs du projet, vous avez Michel Lourd, directeur du DRASM, Olivier Hulot, archéologue et robotique sous-marine, Vincent Creuse du LIRM, qui lui est un spécialiste de la robotique sous-marine avec des applications en archéologie, et Max Guéroux, qui a recherché la Cordelière pendant plusieurs années sans la trouver, bien qu'il ait trouvé beaucoup d'autres épaves. Nous avons travaillé sur la partie historique afin de déterminer ce que nous cherchions, pourquoi nous le cherchions et où le trouver. Donc personnellement, je me suis intéressé à la partie bataille navale afin d'établir un scénario et de faire une simulation. Donc le scénario qu'on a retenu actuellement, c'était que la flotte franco-bretonne était stationnée dans l'anse de Camaret et non dans l'anse de Berthaume comme on le supposait avant. Le vent étant dessus de ce jour-là, c'était plus facile pour sortir. La flotte anglaise aurait aussi profité du vent de sud, donc aurait contourné l'île d'Ouessant pour profiter au maximum du vent de sud et avoir le maximum de vitesse. Le but étant d'intercepter la flotte française avant qu'elle ne rejoigne le goulet de Brest, où la flotte française aurait une position préférence. Les plus petits navires français auraient réussi à atteindre le goulet parce qu'ils étaient plus rapides, et des navires comme la Nef de Dieppe, la Louise et donc la Cordelière n'auraient pas réussi, du coup auraient engagé le combat face aux Anglais. Et malheureusement, de ces bateaux-là, il nous reste, en tout cas, de partie magnétique, donc en fer, il ne reste plus grand-chose. Déjà, il y a la corrosion, donc on peut estimer qu'après 5 siècles sous l'eau, même si c'est sous des sédiments, il nous resterait peut-être 30% du poids initial qui serait encore donc, du fer et non pas de l'oxyde de fer, donc encore magnétique. Et donc, il ne resterait donc plus que les plus grosses pièces. Quelles sont-elles? Alors déjà évidemment les ancres. Sur chaque bateau, on estime qu'on a entre 4 et 8 ancres suffisamment grandes, c'est-à-dire d'au moins 3 tonnes, les plus grosses pouvant monter à 5,5 tonnes, 6 tonnes. Et puis évidemment les canons. Le malheur est que si les petites pièces, c'est-à-dire les serpentines et coulevrines, qui pesaient entre 300 et 500 kg chacune, sont en fer, en forme de fer, les grosses pièces, donc les canons de forteresse qui pouvaient peser jusqu'à 4 à 5 tonnes, semblent, selon toutes les sources, être en bronze. Donc, à moins d'utiliser un magnétomètre actif, nous aurons bien du mal à les repérer. Donc après, la méthode magnétique qu'on peut mettre en œuvre, c'est on utilise un magnétomètre, donc le capteur qu'on utilise, qui va mesurer le champ total, le champ magnétique total. Donc aussi bien tout ce qui est le signal interne dû à la Terre, aussi bien tout ce qui est des perturbations externes dues à l'activité solaire, et puis toutes les anomalies qu'on va trouver sous l'eau dans le cas présent. Et donc l'objet, c'est de mesurer le champ magnétique total et d'essayer de corriger nos mesures pour ressortir le signal d'anomalie. Les anomalies qui vont être, dans le cas présent du projet de recherche d'une épave, potentiellement des canons, comme on l'a dit, des ancres. Voilà. Du coup, oui, donc une des idées évoquées pour retrouver la Cordelière, c'est d'utiliser un sous-marin et de traîner un magnétomètre derrière le sous-marin. Donc on ne peut pas attacher directement le magnétomètre sur le sous-marin, parce que le sous-marin contient de l'acier qui vient perturber les mesures du magnétomètre. Donc du coup, pour ça, on va tendre un câble derrière le sous-marin avec le magnétomètre derrière. Nous avons développé une méthode de grigeage pour une interpolation, projection, afin de construire une carte des anomalies magnétiques en 2D et 3D. Cette méthode d'interpolation doit permettre de prendre en compte les incertitudes de positionnement du magnétomètre en X, Y, mais aussi son altitude en Z qui influence la mesure. Donc on a certaines contraintes, certaines limites à la mesure magnétométrique, qui peut être la hauteur d'eau. Donc c'est la distance à la source, souvent le problème. Donc plus l'objet qu'on cherche à mesurer est éloigné du magnétomètre, moins on va avoir de chances de le détecter. Donc si on a une profondeur d'eau assez importante, on va avoir un signal, une amplitude plus faible sur l'objet qu'on cherche à détecter. Si l'objet est enfoui, par exemple, également, s'il est enfoui, on va augmenter la distance au magnétomètre. Donc du coup, l'amplitude de l'anomalie sera aussi moindre. Ce genre de choses. Et puis, on en parlait, toutes les perturbations externes dues à l'activité solaire, tout ça. Donc si pendant nos mesures, on a un orage magnétique dû à une intense activité solaire, on va avoir une perturbation du signal et potentiellement, on va avoir plus de mal à détecter des objets quand vous avez vu. Et aussi, il faut être capable
s'en sortir avec tout ce qui est anomalie, qui perturbe, comme par exemple les câbles sous-marins des télécommunications. Donc ici, l'idée en fait, c'était de mettre en œuvre une méthode avec un magnétomètre, une méthode un peu bricolée, avec un magnétomètre qui est installé sur un canoë et qui est tracté par un AUV, donc un engin autonome sous-marin. Pour couvrir la surface de 100 km² retenue, nous allons utiliser un drone sous-marin qui suivra des trajectoires définies. Nous étudions deux solutions, soit un suivi de radial, à savoir des lignes parallèles qui quadrillent la zone, soit un suivi d'isobates, des lignes de profondeur équivalentes. Pour suivre ces trajectoires, en plus des algorithmes de régulation classiques, nous étudions une régulation via machine learning, c'est-à-dire par un apprentissage automatique. Notre objectif est de trouver une trajectoire fiable, c'est-à-dire une trajectoire pour laquelle on retrouvera le robot toujours au même endroit à partir du moment où il part à peu près de la même position de départ. Pour cela, on simule un nuage de robots qui essaie de suivre la même isobate et vérifier qu'ils s'arrêteront tous au même endroit. On part du principe qu'on a un robot sous-marin connaissant la carte bathymétrique du fond. Le robot doit suivre une isobate et doit remonter lorsqu'il a une certaine direction. On peut voir sur cette vidéo une partie de la bathymétrie utilisée. Pour avoir des données bathymétriques exploitables par le reste de l'équipe, nous avons pris les données du chaume que ce dernier a récoltées sur la zone où la cordelière est enfouie. Le problème qui s'est posé est que le relevé des points bathymétriques était trop espacé dans l'ordre d'environ 100 mètres. Donc pour cela, nous qui voulons une précision plus fine, nous avons utilisé une méthode d'interpolation entre ces points pour avoir une précision de l'ordre de la dizaine, voire du mètre. Je suis chargé de créer un régulateur à la base des réseaux de neurones. Normalement, un robot a toujours un régulateur qui contrôle le système pour annuler l'erreur et pour tendre la sortie vers un référent. Mon travail, c'est de créer un réseau de neurones qui prend l'erreur et la sortie du régulateur pour qu'il apprenne un modèle et puis changer le régulateur avec le régulateur le modèle qu'on a construit ici. Puis, vu que le régulateur à base du réseau de neurones, c'est plus robuste et il sait gérer des situations qu'il n'a pas appris durant la phase d'apprentissage. Donc nous travaillons sur le problème de la localisation du robot. C'est un problème car on ne peut pas utiliser de GPS sous l'eau. Donc pour se repérer, le robot va mesurer seulement la profondeur du fond marin, là où il est tout au long de sa mission. Et donc le but est de se positionner sur une carte précise du fond marin qu'on va connaître à l'avance. Et enfin, le robot va mesurer la profondeur à l'aide d'un sonar et d'un capteur de pression. Donc la méthode de localisation utilisée, nommée analyse par intervalle, permet de prendre en compte les erreurs de mesure et de fusionner les informations capteurs pour se localiser de façon garantie sur la carte. Nous utilisons pour cela IBEX, un outil développé par une communauté de chercheurs qui facilite l'analyse par intervalle. Supposons que le robot estime sa position à un instant T à être dans un carré blanc sur la carte. L'estimation de la position au prochain instant s'effectue en deux étapes. La première étape consiste à estimer le déplacement du robot depuis la dernière mesure. Donc ceci avec les mesures de vitesse et de cap. Et comme on a une imprécision sur cette mesure de vitesse et de cap, la région estimée sera plus grande que la précédente et sera déplacée en fonction de comment le robot a estimé sa trajectoire. La deuxième étape est de réduire cette nouvelle région. Pour ceci, on effectue une mesure bathymétrique et on va garder seulement les régions de ce carré qui sont compatibles avec cette mesure bathymétrique. Et on répète ce procédé au prochain instant. Notre contribution au sein du projet de la Cordelière est de créer une librairie graphique pour tous les autres membres du projet, développée en Python avec l'aide du moteur graphique Unity qui permet de faire un affichage en 3D ou en 2 dimensions en fonction des besoins. Et donc au sein de notre projet, il va être utilisé pour 3 utilisations différentes. Les deux applications de notre projet au niveau de la Cordelière seront de créer 2 reconstitutions 3D. Donc la première consistera à la reconstitution de la bataille navale entre la Cordelière et les navires anglais, afin donc de
mettre en forme et faire revivre cette bataille historique sur laquelle d'autres membres de notre projet sont en train de récupérer des informations. La deuxième application consiste à un suivi en temps réel des informations que notre sous-marin va nous renvoyer en temps réel, donc sous-marin ou AUV, donc pour retrouver la cordelière qui est enfouie dans la rade de Brest. Donc le sous-marin va sonder les fonds marins et en temps réel nous pourrons l'afficher en 3D afin de repérer sa position et savoir s'il se rapproche donc, de la cordelière. Donc du coup la dernière application liée au projet de la cordelière, c'est de pouvoir durant la phase de développement réaliser de la validation et de la vérification d'algorithmes. Donc concrètement c'est pour nous de pouvoir au sein de la simulation voir le comportement de nos algorithmes de contrôle, principalement de régulation de trajectoire sur l'AUV, et donc de pouvoir le valider et aussi de pouvoir présenter de manière simple en dehors du milieu, de notre milieu, les résultats qu'on obtient. Finalement, la dernière application, qui cette fois-ci n'est pas liée au projet de la cordelière, c'est d'un point de vue pédagogique. Donc au sein de l'ENSTA Bretagne, cette librairie graphique pourra être réutilisée ultérieurement. Nous avons fait le choix d'une architecture logicielle compatible à la fois avec la simulation et le système final. Nous avons donc sur le schéma, en vert, une partie générique qui sera commune aux deux cas de figure. En rouge, sur ce dernier, nous avons aussi la partie matérielle correspondant à de vrais composants et qui seront simulés durant la validation fonctionnelle. Alors de plus, il faut pouvoir permettre l'intégration du travail des différents groupes. Cela impose notamment de devoir imposer quelques normes, notamment au niveau des entrées-sorties de chaque bloc fonctionnel et de définir une structure standard pour les échanges de données afin que tout le monde puisse s'attendre aux fonctionnalités qu'il avait prévues une fois le code rassemblé. Comme le projet est relativement important et que nous sommes assez nombreux à travailler dessus, nous avons choisi d'utiliser un gestionnaire de contrôle de version. Ainsi, nous avons tout le code réuni à un seul endroit et nous savons qui a modifié quoi et quand. Et nous gardons également un historique des modifications pour pouvoir récupérer une ancienne version en cas de souci. Je m'occupe également de vérifier que chaque partie du code est compatible avec les autres et ainsi pouvoir garantir qu'à la fin du projet, tout fonctionnera comme attendu. Tous ces éléments réunis permettront peut-être, on l'espère, de retrouver la légendaire cordelière. Non, ça c'est juste un mesh, c'est parfaitement allié.